13 décembre 1973. Volcan du Puy de la Solace en Auvergne. Une cloche en métal argenté, très brillante, semble descendre silencieusement du ciel. On dirait une soucoupe volante. Au début, Claude se dit qu'il rêve, qu'il n'est pas dans son état normal. Mais cette apparition est bien réelle. Un extraterrestre est venu lui rendre visite pour lui faire des révélations inédites qui changeront le cours de sa vie. Podcast Story. La trappe du vaisseau spatial s'ouvre, laissant apparaître d'abord une paire de jambes, puis un petit être d'environ 1,50 m, tête triangulaire et yeux en amande, se dirige vers lui. Claude est tétanisé, mais tient à garder son sang-froid. Il ne faut pas l'effrayer. « Parlez-vous français ?» dit-il. « Nous parlons toutes les langues du monde, et nous sommes venus vous parler à vous, Claude Vorillon. » Cette chose se dit être un des créateurs de l'humanité. Elle invite Claude à monter dans le vaisseau. Pendant les 6 jours qui suivent, une série de messages tels que celui-ci lui seront dictés. Nous avons créé l'humanité. Nous sommes à l'origine de toutes les religions sur Terre. Et maintenant que l'humanité est capable de le comprendre, nous voulons que tu construises une ambassade où nous pourrions atterrir officiellement devant tout le monde. C'est Claude qu'ils ont choisi pour répandre la vérité sur les origines de l'humanité. Sa mission est claire. Et désormais, il se fera appeler Raël. Raël, c'est un nom qui résonne. Ça nous dit quelque chose. On a souvent entendu parler de cette histoire de secte française. Mais que sait-on vraiment de ce mouvement qui remonte maintenant à plus de 50 ans ? Et comment cet homme, comme les autres, est-il devenu mondialement connu grâce aux extraterrestres ? Cet homme, comme les autres, c'est Claude Vorillon. Né le 30 septembre 1946 à Vichy, il est le fruit de ce que l'on appelait alors une liaison hors mariage. Sa mère avait 15 ans quand elle avait eu donc une liaison avec un réfugié dont on ne sait pas grand-chose. Né de père inconnu, comme on dit. Claude grandit sans figure paternelle, entouré essentiellement de femmes, couvé par sa maman Colette, sa grand-mère et sa tante. C'est un garçon timide, frêle, souvent brimé par ses camarades de classe. Il n'a pas confiance en lui. À 9 ans, alors qu'une course de karting est organisée par l'école, il remporte la première place. Pour une fois, Claude excelle dans un sport. Cette victoire lui donne envie de se dépasser, de devenir pilote de course. Il passe sa scolarité dans des pensions catholiques avec des résultats scolaires médiocres, mais son point fort, c'est la poésie et la rédaction. À l'adolescence, il décide que son rapport aux autres doit changer. Il met de côté l'idée du sport et de l'automobile et se tourne vers la musique. Il s'achète une guitare pour faire comme Jacques Brel, dont il est fan et auquel il ressemble un peu. Derrière son instrument, il peut se cacher et parvenir à capter le regard des filles qu'il cherche désespérément. Et il y prend goût. À 16 ans, il quitte l'Auvergne, direction la capitale, sa guitare sur l'épaule. C'est l'aventure. Claude erre dans les rues de Paris et fait la manche pendant plusieurs années. Par chance, il est repéré par un certain Lucien Maurice, le producteur qui a lancé Dalida et Michel Polnareff. Claude emprunte alors le pseudonyme de Claude Seller et enregistre ses premiers morceaux, Sacré sale gueule, Monsieur, votre femme me trompe ou Madame Pipi. Ces chansons s'inscrivent dans le paysage de la variété française, mais ces textes ont souvent une connotation érotique. Très vite, on le surnomme le Petit Brel, par sa façon qu'il a de rouler les airs dans sa gorge et son obsession à chanter l'adultère. Il faut reconnaître qu'il cultive fortement la ressemblance avec son chanteur préféré. Septembre 1970, Lucien Maurice, son producteur, se suicide. C'est un premier signe qui persuade Claude de s'éloigner de la musique. Il prend aussi conscience
qu'il ne sera jamais Jacques Brel. À quoi bon être sa doublure, son clone? Ce qu'il veut, c'est réaliser son rêve d'enfant, conduire des voitures de course. Et pourquoi ne pas lancer un magazine spécialisé dans l'automobile? Il part s'installer à Clermont-Ferrand. L'idée germe et le magazine Autopop voit le jour en 1971. En quelques mois, il devient le numéro 1 des magazines automobiles en France. Mais arrive l'année 1973 et la crise du pétrole, qui oblige l'État français à suspendre les courses de voitures. Le magazine Autopop est menacé. Pour Claude, qui en est le dirigeant, c'est un rêve qui s'effondre. Mais 1973, c'est aussi l'année où il devient père et celle de sa révélation, qui bousculera sa vie à tout jamais. Voici le message délivré par les extraterrestres ce 13 décembre 1973. La vie sur Terre a été créée il y a 25 000 ans, lorsque des scientifiques de la race des Elohim décidèrent de fabriquer un être intelligent semblable à eux. Les humains sont des clones d'extraterrestres. Ce message, puissant, remet toute sa vie et ses croyances en question. À partir de ce jour, Claude Vorillon appartient au passé. Il devient un nouvel homme, en la personne de Raël. Il crée le mouvement raélien pour célébrer le retour des Elohim sur Terre. Il suffit maintenant de rassembler suffisamment d'argent pour leur construire une ambassade à Jérusalem quand ils débarqueront sur Terre. Patience. Leur arrivée est prévue avant 2035. 1974. Lors d'un passage dans la célèbre émission Le Grand Échiquier, Raël prend la parole et raconte son histoire. Jacques Chancel prévient. C'est un témoignage ou un conte de fées. Le jeune homme a rencontré les extraterrestres et veut convaincre le peuple français de rejoindre le mouvement. À cette époque, les histoires de martiens fascinent. Et ça marche. Une semaine plus tard, des milliers de lettres de soutien lui parviennent. Il ne faut pas perdre de temps. C'est le moment d'organiser une conférence à la salle Pleyel. Une queue de 2000 personnes attend à l'extérieur pour l'entendre s'exprimer sur le sujet. Raël se dit prophète et demi-frère de Jésus. Il partage même des dîners sur d'autres planètes avec Mahomet, Jésus et Moïse. Le public adhère au discours du gourou. Raël profite des projecteurs et auto-édite son premier livre. Le livre qui dit la vérité, le message donné par les extraterrestres. Raël commence à se faire un nom. C'est un personnage sympathique, avenant, charismatique. Il aime être regardé et adulé. Dans son accoutrement blanc, rétro-futuriste, il parade et attire les foules. Toujours calme, il sait affronter les caméras et les journalistes, même les plus sceptiques. Il s'installe dans un petit village appelé la Nègrerie en Nouvelle-Aquitaine. Une communauté d'une centaine de personnes le suit. L'emblème de la secte, aperçu lors de sa visite dans le vaisseau spatial, voit le jour et heurte l'opinion publique. Il s'agit d'une étoile de David, symbole du judaïsme, avec un svastika ou croix gammée en son centre. Pour Raël, le svastika est avant tout un symbole hindou, vieux de plus de 5000 ans, dont le régime hitlérien a fait le symbole du nazisme. Pas de quoi en faire toute une polémique. Octobre 1975. Raël déménage dans le sud-ouest de la France. Une nouvelle fois, il reçoit la visite de l'extraterrestre. L'Élohim s'exprime. Je le cite. « Nous sommes très contents de toi et de tout ce que tu as accompli ces 2 dernières années. Il est temps maintenant de passer à l'étape suivante, puisque tu nous as prouvé que nous pouvions te faire confiance. » Cette fois-ci, il est kidnappé pendant un jour pour assister à l'expérience du clonage. La vie éternelle est capable d'être atteinte grâce à la science. C'est une révolution, et il a pu le constater de ses propres yeux. Lors de ce voyage, il comprend aussi que son père est un des Elohim, et son demi-frère est bien Jésus.
Raël a beaucoup d'ego. Il clame à ses adeptes qu'ils sont la crème de la crème, la conscience de l'humanité. C'est comme ça qu'il réussit à les conquérir un par un, à renfort de jeûnes sensoriels, on ne mange plus, on ne se parle plus, on arrête de se regarder, et de méditation à tout va. La démarche est thérapeutique et fait intervenir les techniques de développement personnel. Le but est d'atteindre la supraconscience, le réveil, l'éveil de son soi. Sous ces airs d'homme habité par la spiritualité et les bonnes actions, ses ambitions sont aussi mercantiles. Raël a soif d'argent et de pouvoir. Les membres de la secte sont contraints de verser 10% de leurs revenus pour la bonne cause et dans le but de financer l'ambassade qui accueillera les extraterrestres. Le gourou poursuit sa quête et organise des séminaires payants partout dans le monde. Ce qu'il veut, c'est lancer une révolution humaine de la libre pensée. Et pourquoi ne pas établir un paradis sur Terre en faisant la promotion de l'amour libre ? C'est ainsi qu'il promet à ses adeptes la possibilité d'atteindre l'orgasme cosmique. C'est pile dans l'air du temps. Aucune obligation de porter des vêtements lors des rassemblements. Le mouvement prône la méditation sensuelle, les relations sexuelles et l'échangisme entre les membres. Pour avoir son propre harem, Raël fonde une secte dans la secte. Elle s'appelle l'Ordre des Anges et ne réunit que de très jolies jeunes femmes, les plus belles, dont plusieurs travaillent dans l'industrie du sexe, ce qui permet aussi de renflouer les caisses. Les anges de Raël portent toutes des plumes à leur cou reliées par un cordon doré. Elles sont totalement soumises à Raël. Quand les anges rejoignent l'ordre, elles s'engagent par écrit à ne jamais rejeter ses avances et à le protéger, si besoin au prix de leur vie. Mais ses ambitions sexuelles ne s'arrêtent pas là. Sous couvert de méditation sensuelle, Raël propose aussi des centres d'épanouissement où les mineurs seraient initiés à la sexualité par des adultes. Voici sa doctrine venue tout droit du discours des Élohim. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Cette seule phrase contribue à encourager la pédophilie au sein du mouvement. Certaines dérives sont rapportées. À partir de 1990, la justice s'y intéresse de plus près. En mai 1997, 2 Raéliens sont condamnés à 5 ans de prison pour abus sexuels sur une mineure. En 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne condamne 4 adeptes à des peines allant de 1 an à 18 mois de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Pour détourner l'attention des médias et redorer son image, Raël revient sur le clonage humain. Les méthodes naturelles de procréation sont responsables de la surpopulation et de la naissance de monstres comme Hitler et Staline. Le clonage est le seul moyen d'éradiquer les tares et d'obtenir des enfants génétiquement sains, des enfants à la carte, entièrement calqués sur le désir des parents. Il croit dur comme fer à ce projet et s'entoure de scientifiques. La société Cloned voit le jour en 1997. Partout dans le monde, elle propose différentes prestations aux parents fortunés désirant avoir un enfant qui serait le clone de l'un d'eux. Le coût ? $200 000 seulement. Décembre 2002. La dirigeante et cofondatrice de Cloned, membre de la secte, Brigitte Boisselier, garantit la première naissance d'ici 2 semaines du premier bébé cloné de l'histoire. Le 26 décembre 2002, elle annonce « Le premier bébé conçu par clonage est né ». L'information laisse sceptique toute la communauté scientifique. Brigitte Boisselier est auditionnée par le Congrès américain en janvier 2003. Mais rien de ce qu'elle dit ne semble réaliste. La justice n'a toujours aucune preuve de ce qu'elle avance. C'est ce qui s'appelle un coup de bluff médiatique. La secte est la risée du monde entier et perd une partie de sa crédibilité. Raël s'en défend.
La responsabilité revient à Brigitte Boisselier, c'est elle la scientifique. Après les rumeurs de pédophilie et les mensonges sur le clonage, la secte est en perte de vitesse en Europe et en Amérique du Nord. Raël cherche à s'implanter là où il peut encore faire croire à son génie. Le continent africain reste à conquérir. Au Burkina Faso, sa communauté gagne du terrain. Il achète une parcelle de terre nommée Eloïka, où sont organisés des stages de méditation sensuelle ouverts aux moins de 18 ans. Il faut les éduquer le plus tôt possible à la doctrine du gourou. Là-bas, Raël est perçu comme un sauveur. Il crée justement la clinique du plaisir pour opérer les femmes excisées dans le but de les réparer. Jusqu'en 2009, des fonds sont récoltés à cet effet, 47 000 $, mais la fameuse clinique n'a, semble-t-il, jamais vu le jour. En 1995, le mouvement raélien est classé comme secte dangereuse par le rapport parlementaire français après de nombreuses controverses et poursuites judiciaires. Mais la force de Raël est de ne jamais perdre la face. Il est même particulièrement habile à surfer sur l'actualité et continue de faire exister le mouvement grâce à des coups médiatiques bien pensés. Par exemple, en 2000, alors que le débat sur les OGM bat son plein, les Raéliens diffusent des communiqués sur le thème « Manger des OGM, c'est bon pour la santé ». En 2001, quand les cas de pédophilie dans l'Église catholique font l'actualité, la secte distribue des tracts intitulés « No pédos ». Protégez vos enfants des prêtres catholiques. Ne les envoyez plus au catéchisme. Un comble quand on se réfère à l'historique de la secte sur le sujet. En 2020, en plein Covid, Raël propose des câlins gratuits à coups de pancartes pour lutter contre les règles sanitaires et revendique la liberté de mettre en danger sa propre vie. La distanciation sociale est, dit-il, criminelle. À 75 ans, Raël a moins la cote, mais il continue d'animer des séminaires en visioconférence un peu partout dans le monde. Exilé à Okinawa, au Japon, il vit dans son temple, entouré de jolies filles et d'adeptes. Son discours a des allures conspirationnistes. Pour le gourou, le changement climatique est un mythe et la variole du singe un roman. De plus en plus proche du bouddhisme, il fait l'apologie de la méditation et du jeûne. Quand il apparaît derrière son écran, dans sa combinaison blanche, son pendentif autour du cou et son petit chignon sur la tête, il suscite instantanément des cris, des danses, des applaudissements dans la salle. Plus qu'une rockstar, pour certains, Raël s'apparente à Jésus. La secte de Raël est aujourd'hui présente dans 120 pays et revendique quelques dizaines de milliers de membres. Mais ces chiffres sont a priori largement surestimés. En France, il n'en restait plus que 200 en 2002. Son siège social est établi en Suisse, à Genève. Aujourd'hui, ses gains s'élèveraient à 25 millions de $. Mais Raël dit ne pas en profiter. Cet argent, il le réserve pour la construction de son ambassade des Elohim, prévue avant 2035. D'ailleurs, après de nombreuses démarches menées aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en France, au Pérou et en Israël, le mouvement décide de créer son ambassade des Elohim au Portugal. Raël demande officiellement au gouvernement portugais la mise à disposition d'un terrain de 400 hectares. Le projet, d'un montant estimé à 40 millions €, doit comporter une plateforme d'atterrissage de 14 mètres de diamètre pour les soucoupes volantes. En échange, Raël promet des retombées économiques pour la région. Pour l'instant, pas de réponse des Portugais. Raël est encore au Japon. Il organise des stages dans plusieurs pays, dont la France. Tout le monde peut participer. Le maître fait des apparitions en visioconférence. Il paraît qu'il est fatigué, qu'il a l'air malade. Il paraît aussi que son public est vieillissant, que la liberté sexuelle n'est plus mise en avant. En revanche, pour accueillir les Elohim en 2035, il demande toujours de l'argent aux adeptes, avec cette belle formule, je le cite, « Je vous donne la possibilité de donner. » À votre bon cœur, monsieur, dame. C'est pour le dernier gourou français.
À votre bon cœur, monsieur, dame. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.